Alors je vais vous parler présenter très rapidement la cohorte. En fait, c'est très bien que ça vienne après la présentation de Philippe, parce que vous voyez en fait que tous les problèmes sont quand même encore entiers, tant dans la compréhension clinique, dans la compréhension des facteurs pronostiques et bien sûr dans la prise en charge thérapeutique, qu'elle soit symptomatique ou étiologique. Alors ce projet est transversal, il repose sur un certain nombre de questions. En fait, pourquoi faire cette grande cohorte sur des patients SLA? Il faut d'abord resituer le fait que la SLA est une maladie rare. Il y a moins de 6000 patients en France. Qui dit maladie rare dit quand même difficulté pour avoir beaucoup d'informations sur la maladie en elle-même. Comme vous en a parlé tout à l'heure, Philippe Coiratier, cette maladie, actuellement, on sait qu'elle est très hétérogène en termes de présentation clinique, avec des atteintes centrales, des atteintes périphériques, surtout avec des associations potentielles avec des troubles cognitifs qui peuvent aller jusqu'à une pathologie de type démence frontotemporale, des atteintes aussi génétiques actuellement diverses et variées, avec la mise en évidence d'un certain nombre de mutations de gènes, et puis surtout une variabilité évolutive qui est très importante, avec à la clé des facteurs prédictifs évolutifs qui ne sont peu ou pas identifiés. En fait, ils n'ont pas été modifiés depuis les grands essais que nous avions réalisés dans le Rélusol. Alors cette hétérogénéité, elle existe sur le plan diagnostique, mais aussi elle entraîne en fait des difficultés sur le plan de la prise en charge au quotidien, et puis surtout probablement est un facteur important dans la réponse thérapeutique négative qu'on a actuellement avec les différents médicaments. Et puis elle entraîne aussi, alors ça c'est important sur le plan méthodologique, mais c'est aussi important pour les patients, elle entraîne des problèmes méthodologiques, parce que pour réaliser des essais thérapeutiques à l'heure actuelle, le principal facteur, l'évaluation principale utilisée pour regarder l'effet d'une thérapeutique, c'est la survie. C'est une population qui a une grande variabilité, donc plus on augmente la variabilité, plus on a un risque de passer à côté d'un effet positif. Et pour éviter de passer à côté d'un effet positif, on est obligé d'utiliser des grands nombres de patients pour évaluer les nouvelles thérapeutiques. Donc vous voyez que si on pouvait identifier des sous-groupes de patients éventuellement pertinents par rapport à une molécule pertinente, on pourrait d'une part avoir des groupes beaucoup plus réduits et puis éventuellement une réponse beaucoup plus rapide. Donc tout ça fait que en fait cette recherche clinique qui était déjà effectuée mais sur des petits nombres de patients, elle nécessite à l'heure actuelle, et tout le monde est d'accord du moins en France, pour réaliser une évaluation sur une grande cohorte de patients avec le principal objectif qui est d'essayer de relier à une forme clinique particulière dans la maladie SLA, à des facteurs prédictifs, qu'ils soient cliniques, biologiques ou radiologiques, évolutifs, à des marqueurs biologiques qu'il convient encore à l'heure actuelle d'essayer de mettre en évidence et de déterminer. Alors cette cohorte, elle va être réalisée chez 1000 patients SLA français, avec essentiellement un suivi clinique qui sera réalisé dans les différents centres du réseau français SLA, avec bien sûr une étude de leur forme clinique, de la forme clinique des patients, avec une évaluation à la recherche d'éventuels troubles cognitifs ou modifications comportementales, et ce sur un suivi longitudinal de façon régulière. Cette cohorte clinique, elle sera couplée à la constitution de banques biologiques, que ce soit des conservations de prélèvements sanguins, urinaires, de liquide céphalorachidien, de biopsies musculaires, de biopsies cutanées ou de prélèvements post-mortem. Ce que j'ai mis en italique sont des prélèvements qui sont éventuellement réalisés dans des études ancillaires et pas systématiquement chez tous les patients, avec des études spécifiques sur un plus petit nombre de patientes dans différents centres qui sont beaucoup plus spécialisés que d'autres dans cette évaluation. Donc une évaluation et une recherche de modifications cognitives et comportementales couplées à des images, à des études d'imagerie spécifiques, que ce soit d'IRM ou de PET scan. Et puis des études ancillaires spécifiques d'imagerie fonctionnelle.
Et puis des études ancillaires qui ne sont pas à l'heure actuelle toutes formalisées, mais qui pourront être bien sûr réalisées sur cette cohorte clinique. Alors ce projet, c'est un projet transversal puisqu'il va être réalisé au niveau du réseau français des différents centres SLA, avec qui est possible parce que vous savez qu'il existe une coordination qui a permis d'homogénéiser toutes les pratiques professionnelles, et actuellement les patients SLA sont suivis de façon harmonieuse dans les différents centres du réseau français, et que ce réseau français à l'heure actuelle prend en charge plus de 80% des patients SLA français. Et que déjà, il a été constitué de par des réseaux informatiques un début d'une base de données. Alors, cette cohorte, elle nécessite bien sûr un bureau de coordination, un bureau scientifique qui va coordonner le projet principal tel que je vous l'ai présenté, mais qui va aussi coordonner d'éventuelles études ancillaires qui ne pourront être réalisées qu'à partir du moment qu'un nouveau projet pourrait être déposé et évalué par ce bureau scientifique. Cette cohorte va être réalisée certes par les différents cliniciens, mais aussi avec la mise en place de personnel ad hoc, c'est-à-dire des assistants et des techniciens de recherche clinique et des ingénieurs qui pour pouvoir mettre à jour et regarder la base de données, qui nécessite donc, aussi bien pour les architectes que l'ingénieur, une formation spécifique à cette pathologie et à cette étude de type cohorte. Il faut savoir que sur le plan administratif ou sur le plan légal, cette cohorte rentre dans le cadre de la recherche biomédicale qui entraîne automatiquement des contraintes, et je vous passe les détails, mais il faut voir le côté positif parce que, en fait, de rentrer dans le cadre de cette recherche biomédicale, ça entraîne des garanties de bonnes pratiques cliniques, donc de bonnes réalisations, donc de pouvoir utiliser des données qui sont vérifiées et qui sont pertinentes. Mais cette cohorte, elle rentre aussi dans le cadre de la loi bioéthique. Elle nécessite bien sûr des différentes dépôts, en particulier à la CNIL, et elle nécessite aussi, de par ces banques de produits biologiques, que ce soit génétiques ou que ce soit biopsie musculaire, elle nécessite aussi un dépôt au ministère de la Recherche. Donc actuellement, elle nécessite aussi, elle nécessite de mettre en place les différents centres. Alors les différents centres sont en place au niveau des médecins et des médecins évaluateurs, mais elle nécessite dans ces différents centres de mettre en place des personnels évaluateurs qui seront formés, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit des techs, des arcs ou des neuropsies. Elle nécessite aussi de prendre contact et d'avoir des accords aussi bien administratifs locaux, administratif local, administratif et financier avec les différents CRB et des différents centres du réseau français, et pour essayer de mettre en place des contrats professionnels, mais aussi des contrats financiers. Et puis elle nécessite en dernier lieu, mais ça sera peut-être aussi quand même quelque chose d'important, de mettre en place un contrat entre la DRC, de l'Assistance publique de Paris, qui se porte promoteur de cet essai cohorte, et l'association, essentiellement sur le plan financier, sur le plan de la valorisation et sur le plan de la propriété des données. Donc sur le plan scientifique, l'écriture, elle est facile, mais les 3 dernières diapositives, je peux vous dire que c'est à peu près le chemin des dames. Voilà.